Donc en fait, on se retrouve cet après-midi avec, toujours sur ce thème du travail dissimulé, du travail illégal, on se retrouve avec une problématique qui est bien souvent la problématique qui est la première à s'imposer, au moins pour les conseillers prud'homaux, au moins pour les défenseurs syndicaux, aussi pour ceux qui sont assesseurs au code social, et puis aussi tous ceux qui militent dans leurs entreprises, à savoir du travail dissimulé peut-être, du travail illégal peut-être, mais à partir du moment où on connaît l'existence de ce genre de dérives qui sont mises en place, on le verra quand même particulièrement volontairement par les employeurs, le problème qui se pose, c'est le problème essentiel, comment fait-on pour prouver? Parce que si on veut pouvoir sanctionner, si on veut pouvoir éventuellement réparer, il faut évidemment apporter la preuve de ce que l'on avance. Et la question de la preuve, aussi bien en matière de travail dissimulé qu'en matière de travail illégal, c'est la question centrale, c'est la clé de voûte, en fait, du travail dissimulé. Alors, ce que je vous propose, c'est de diviser cette table ronde d'environ 1 heure en 2 parties. Une partie qui sera peut-être la plus longue, qui sera sur la question de la preuve. Ensuite, on aura un tout petit film de 3-4 minutes sur les sanctions, un film qui a été élaboré par le ministère du Travail. Et puis ensuite, nous pourrons terminer sur les différentes sanctions. Je sais bien que ça a été évoqué ce matin, mais on pourra peut-être donner plus de détails sur les 3 types de sanctions, civiles, pénales et administratives. Et puis, bien évidemment, vous aurez la parole pour poser toutes les questions qui vous paraissent pertinentes sur le sujet. Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de travail dissimulé, et entre autres Sophie Condamine, avocate, ce matin il a fait allusion à plusieurs reprises, c'est l'élément intentionnel. Pour qu'il y ait du travail dissimulé ou du travail illégal, il faut que l'employeur qui est accusé de ces fautes ou de ces violations de la loi les fait de façon volontaire. Il faut que ce soit fait sciemment, ça fait exprès, et donc il y a cet élément intentionnel. Alors, le problème, c'est comment on prouve cet élément intentionnel. Alors, je vais donner d'abord la parole à Michel Rose, donc tout le monde connaît Michel Rose, évidemment, qui est avocat du réseau AVEC historique depuis 2003. La création du réseau AVEC en Normandie, c'était 2003, donc ça fait 22 ans déjà. Et puis Julien, qui, je pense, doit être parmi nous le plus ancien conseiller prud'homme de Normandie, puisque tu es conseiller depuis 82. Voilà. La moitié d'entre vous, voire les 2 tiers, n'étaient pas encore nés, qui étaient déjà conseillers prud'homme. Alors Michel, sur cet élément essentiel, qui est vraiment l'élément de base, l'intentionnalité, qu'est-ce que tu peux nous dire qui pourrait nous aider à voir comment on peut prouver le travail dissimulé, le travail illégal? Alors, il faut resituer nos cadres d'intervention. Alors, si je prends le mien en tant qu'avocat, il est très rare que les avocats soient aux côtés des salariés dans le cadre des procédures d'enquête, des inspections du travail ou de l'URSSAF, puisque là où ça conduit à des redressements, il est très rare de voir les salariés se constituer partie civile au niveau du tribunal correctionnel. Par contre, le débat va se déplacer sur le terrain du Conseil des prud'hommes, dans la relation classique employeur-salarié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que dans ce domaine, on est en principe, on est devant des infractions. En matière d'infraction pénale, il nous faut un élément légal, c'est l'élément d'incrimination, de travail dissimulé. Il nous faut un élément matériel, la caractérisation du travail dissimulé, de la situation de travail en situation de travail dissimulé, et un élément intentionnel. C'est une typologie classique en droit pénal. En droit civil et en droit du travail, nous avons un travail dissimulé qui est en fait une infraction, un délit civil, puisqu'on peut obtenir la réparation du travail dissimulé, on verra sous quelle forme et suivant quelle modalité, devant la juridiction civile. Et là, on n'est plus tout à fait dans cette typologie dont on va retrouver en droit pénal, à savoir un élément moral, un élément matériel, un élément légal. On est sur un élément légal et une appréciation du juge en fonction de ce que la jurisprudence a dégagé
la mise en corrélation de cet élément intentionnel, une intentionnalité avec une certaine intensité par rapport aux faits qui sont reprochés. Donc on a déjà cette différence d'approche entre deux droits qui peuvent être complémentaires, puisque l'autorité de sous-juger au pénal s'applique au civil. Un travail dissimulé reconnu au pénal s'appliquera au civil automatiquement, et par conséquent, le juge civil sera obligé de suivre ce que le juge pénal a retenu. Mais indépendamment de cela, on peut effectivement, et c'est la plupart du temps ce à quoi on est confronté, on a des problématiques civilistes, travaillistes, qui sont totalement autonomes par rapport au droit pénal. Imaginez bien que, on a dit ce matin, le travail dissimulé, il y a trois grandes typologies. La première, c'est le travail au noir, c'est ce qu'on a indiqué, le travail dissimulé de l'activité. Et ça, on va très peu la retrouver au Conseil des prud'hommes. On va la retrouver en fait dans une situation qui est de plus en plus fréquente, c'est ce que nous disaient ce matin M. Lessot et M. Blondel, à savoir les problématiques de requalification de contrats qui ne sont pas mentionnés comme étant des contrats de travail et qui vont être requalifiés devant la juridiction prud'homale en contrat de travail. On pense tous aux salariés qui demain devient auto-entrepreneur parce que son employeur ne veut plus payer comme salarié et qui à un moment donné voit son contrat d'auto-entrepreneur rompu et qui va devant le Conseil des prud'hommes, mon juge, on me fait tort, en fait je suis un vrai travailleur au sens classique du terme avec un lien de subordination. Donc cette situation-là, on va la retrouver, mais c'est peut-être finalement la seule situation de travail dissimulé à raison d'une dissimulation d'activité que l'on a. Ce qu'on va plus retrouver finalement, c'est ce qu'on appelait les dissimulations d'emploi salarié, total ou partiel, c'est-à-dire des salariés soit qui ne bénéficient pas d'une déclaration préalable à l'embauche, soit des salariés qui ne bénéficient pas de bulletin de salaire ou qui bénéficient de bulletin de salaire avec des heures minorées. Et là, on a toute la problématique sur les heures supplémentaires en matière de temps complet ou les heures complémentaires en matière de temps partiel. Ce sont principalement les deux problématiques qui vont nous amener à un moment donné à nous poser la question du travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié, non pas de l'activité. Et donc, à partir de là, comment résonne la jurisprudence sociale? On parlera de la jurisprudence pénale après, parce qu'elle est finalement peut-être plus restrictive sur l'examen de l'élément matériel, mais beaucoup moins sur l'élément intentionnel. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale est un peu plus, sur le coup, regardante sur l'aspect intentionnel des choses. En fait, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que l'élément matériel, l'exemple des heures supplémentaires non mentionnées sur un BS, les heures complémentaires non mentionnées sur un BS, les astreintes, on a parlé d'astreintes tout à l'heure, non mentionnées sur les BS. Ok, l'élément matériel, il est relativement simple à identifier le cas échéant, parce que le système de preuve en matière de durée du travail est assez allégé du côté des salariés, on le verra quand on parlera du forfait jour. Mais c'est sur l'élément intentionnel que ça va rejaillir. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation nous dit le Conseil des prud'hommes qui condamne au civil ne peut pas ne pas rechercher s'il y a une intention pour condamner. Mais là où c'est tendancieux, c'est que la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle sur la motivation du juge. C'est-à-dire qu'elle veut que le juge caractérise l'intention par des éléments de fait, mais elle n'exerce pas un contrôle sur ces éléments de fait. Deux conséquences. La première, en tant que défenseur ou en tant qu'avocat, c'est que si on veut prouver l'intention, son intensité, il faut proposer au juge des éléments qui caractérisent cette intention. En indiquant que les bulletins de salaire qu'on ne remet pas ou qu'on remet par paquet de 3-4, c'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est tout le temps. Les heures supplémentaires dans l'entreprise, c'est systémique, non payées, c'est systémique. L'écrétage des heures en utilisant les systèmes de géolocalisation ou de badgeage, c'est systémique dans l'entreprise. Donc il nous appartient de les caractériser. Mais une fois qu'on a caractérisé cela, le juge prud'homal, il y a un boulevard. Puisque c'est caractérisé, il suffit qu'il motive et il n'aura pas de contrôle de la Cour de cassation. Or, pourquoi les juges prud'homaux condamnent si peu sur le travail dissimulé? Pourquoi? Je crois que ça tient à deux choses.
La première, c'est qu'on oublie, peut-être nous, de plaider le fait que les juges n'ont qu'à caractériser l'intention sans qu'ils aient la peur d'être contrôlés par la Cour d'appel ou la Cour de cassation sur l'intensité de cette intention. Et puis je crois que une fois qu'on arrive au travail dissimulé dans l'examen d'un dossier prud'homal, on arrive quasiment au bout de la pénale. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je conteste un forfait jour, ben, je vais commencer par aller chercher l'accord d'entreprise ou l'accord de branche qui fixe ce forfait jour. Je vais commencer par dire que soit l'accord d'entreprise, soit l'accord de branche n'est pas valable au regard des directives européennes sur la garantie du droit à la santé, et je vais essayer de faire sauter le forfait jour. Soit le rendre nul, parce que la convention collective ou l'accord d'entreprise n'est pas valable, soit la rendre inopposable, parce que l'employeur n'a pas mis en place un certain nombre de systèmes dont on parlera tout à l'heure. Deuxième temps, une fois que j'ai analysé mon forfait jour, et que je le déclare nul, que je considère qu'il est nul, je vais examiner les heures supplémentaires. Et donc là, je vais sortir un tableau, je vais essayer de justifier ces heures supplémentaires par un travail effectif, effectué, etc., pour essayer de reconstituer les heures effectuées au-delà de 35 heures, avec les majorations de 25% jusqu'à la 43e heure, et au-delà pour 50% au-delà. Et enfin, dans un troisième temps, et là j'ai peut-être fait 10 pages de conclusion, et là, je vais mettre un paragraphe sur le travail du Eh bien, après avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce matin, je dis que le paragraphe est aujourd'hui largement insuffisant. Insuffisant pour deux raisons. C'est que vous avez bataillé sur le forfait jour en tant que juge, vous avez bataillé sur les heures supplémentaires, et vous n'avez qu'un misérable petit paragraphe pour batailler sur les 6 mois d'indemnisation forfaitaire qui sont dus en cas de rupture du contrat de travail, etc. Ça pose un problème énorme, ce que tu dis. Michel réagit en tant qu'avocat. Et tout ce qu'il dit correspond à une vaste vérité. Le problème, je vais parler aussi en simple animateur, mais en conseiller prud'homme, le problème c'est que lorsqu'on a des affaires qui portent, par exemple, sur l'annulation d'un forfait de jour, ce qui est assez fréquent dans la section où je suis, puisque je suis en encadrement, il est effectivement relativement aisé, si j'ose dire, je m'avance un peu, de pouvoir contester la validité d'un forfait de jour. Il n'est pas impossible de pouvoir obtenir le paiement des heures sup, mais lorsqu'on est en délibéré, je ne veux pas trahir le secret du délibéré, je n'ai pas le droit, mais il n'y a pratiquement aucun argument, et nous, salariés, on doit battre notre coupe aussi, on n'a pas vraiment d'argument à opposer à l'employeur pour démontrer ce problème qui est le problème essentiel, c'est-à-dire l'intentionnalité qui fait que le travail dissimulé est caractérisé et donc donne lieu à l'indemnisation de ce fameux forfait de 6 mois. Donc en fait, là Michel est en train de dire qu'il faut qu'on fasse, nous, avocats, un effort pour plaider et vraiment argumenter sur l'intentionnalité qui pourra amener à une condamnation. Mais nous, conseillers de prud'homme, voire même les défenseurs syndicaux qui plaident ce genre de dossier, on doit aussi être amené à accentuer notre effort sur ce même sujet. Alors, je vais intervenir à peu près sur le même registre, parce que c'est la réflexion que j'avais faite. Bon, d'une part, peut-être vous dire qu'on a quand même au Conseil du prud'homme de Rouen pas mal de dossiers où il y a une demande effectivement de l'indemnité de forfaitaire de travail dissimulé. On en a quand même énormément. Et Michel a très bien décrit la situation, c'est-à-dire qu'au général, dans le cadre du délibéré, on a bataillé effectivement parce que souvent le noyau central de notre délibéré tourne autour de licenciement. Donc on a dépensé une énergie par rapport à ça. On s'est retrouvé dans le cadre du conflit des logiques, je voudrais quand même rappeler le conflit des logiques dans le cadre d'un colloque CFDT. C'est une notion juridique typique de la CFDT qu'il faut garder en mémoire et en activité également. Et donc, bon, on est déjà un petit peu épuisé, on ne s'est pas garé là-dessus, et on arrive, comme tu as dit, en fin de délibéré, sur cette notion, effectivement, de savoir s'il y a travail dissimulé ou pas. Alors souvent, alors moi je crois qu'on en a discuté ce matin, je confirme, souvent, que ce soit les avocats ou les défenseurs prud'homaux, donc j'attire aussi l'attention parce que je sais que dans la salle, il y a pas mal de défenseurs prud'homaux, c'est très très peu motivé. C'est-à-dire qu'on balance dans le dossier les textes, effectivement, et aucune explication. Et là, effectivement, on se trouve confronté à la
la notion d'intentionnalité, enfin, ce qui est très important par rapport à la décision qu'on va prendre, et on se trouve confronté effectivement à une résistance patronale de ce côté-là. Hein. Il y a une logique différente, c'est-à-dire que dans certains cas, ça ne se présente pas comme ça, mais souvent, ça a déjà fait mal au cœur pour un certain nombre de représentants conseillers prud'hommes d'avoir appliqué des dommages et intérêts par rapport à un licenciement abusif. Et donc, quand on arrive dans le cadre de ce délibéré-là, on va dire, vous n'avez quand même pas cumulé, vous n'avez quand même pas exagéré, etc. Et donc, il passe, c'est des sentiments, il passe entièrement par rapport aux questions de droit. Et effectivement, ce que dit Michel tout à l'heure, où on a vraiment la possibilité pour le juge de pouvoir obtenir effectivement des choses sur ce chef de demande, il faut vraiment garder, disons, notre énergie jusqu'à la fin du délibéré, et souvent c'est complexe. Voilà. Avec quelque chose qu'il faut avoir en tête, Michel, tu y as fait allusion, et je pense que tu vas le développer. La juridiction au niveau de la Cour de cassation, au niveau pénal et au niveau civil, n'a pas forcément exactement la même position. C'est quelque chose que nous, on devrait pouvoir utiliser justement afin de pouvoir prouver l'élément intentionnel et donc prouver le délit de travail dissimulé. La chambre criminelle de la Cour de cassation part presque d'un postulat qui dit que, je vais reprendre l'exemple du forfait jour, parce que c'est un exemple assez frappant, si un forfait jour est considéré par les juges du fond, c'est-à-dire par les conseillers prud'homaux, qui sont les seuls d'ailleurs à pouvoir réellement qualifier le forfait jour, si jamais ce forfait jour est considéré comme étant nul, eh bien la chambre criminelle de la Cour de cassation aura tendance à penser qu'il y a nécessairement une intentionnalité de l'employeur. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'accord entreprise qui permet la mise en place de forfait jour, eh bien la chambre criminelle va dire, s'il y a eu un forfait jour, l'employeur savait qu'il n'y avait pas d'accord, donc il y a l'intention qui est là et qui est démontrée. La chambre sociale va être beaucoup plus exigeante. Elle va dire qu'il faut absolument que l'on recherche cet élément intentionnel. Là où l'une considère comme l'élément intentionnel de facto, si j'ose dire, l'autre va demander au juge d'aller vérifier sa réelle existence. Et c'est une vraie curiosité dans notre droit parce que, en matière pénale, la notion d'élément moral est aussi essentielle que l'élément matériel. Il n'y a pas en principe d'incrimination possible si l'élément moral n'est pas caractérisé. Mais en matière de travail dissimulé, alors c'est particulièrement vrai sur le travail dissimulé à raison de la dissimulation d'activité, puisque si je ne me suis pas déclaré, si je n'ai pas déclaré mes cotisations, par définition pour le juge criminel, il l'a fait intentionnellement, donc par conséquent, l'élément moral, il existe, mais également sur ce qu'on appelle les dissimulations, les dissimulations d'emploi salarié, le seul fait de ne pas remettre un bulletin de salaire avec la mention des heures réellement effectuées, pour le juge pénal, ça suffit. Ça caractérise l'intention de ne pas vouloir les mettre. Et par conséquent, il y a une certaine logique. Mais c'est une logique qui n'est pas si évidente que ça en droit pénal. Mais à partir du moment où on admet que le droit pénal a un objectif à la fois répressif mais de régulation, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a des enjeux énormes en matière de travail dissimulé, ça coûte cher à la société, etc. Et donc il y a une logique derrière de chercher à tout prix de réduire le champ du travail dissimulé. La chambre criminelle a sa logique. Mais par contre, la chambre sociale, pour le coup, aurait pu également déduire de la réalisation matérielle de l'acte l'intentionnalité. Ce n'est pas le cas. Avec ce bémol, c'est qu'elle ne contrôle pas la motivation du juge. Donc il suffit que le juge motive, encore faut-il en porter la conviction patronale, quand on est au Conseil des prud'hommes, il suffit que le juge motive et la Cour de cassation dit c'est motivé, moi je ne contrôle pas. Et par conséquent, l'intentionnalité étant retenue, le délit civil de travail dissimulé va être reconnu devant la juridiction prud'homale. Alors, ça bouge quand même. Ça bouge côté chambre sociale de la Cour de cassation, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des intentionnalités qui sont plus ou moins intenses. Si un employeur systématiquement ne paye pas ses heures supplémentaires, écrète, organise un système où on paye par voie de prime les heures réellement effectuées et qu'on le constate à l'occasion d'un dossier, mais de plusieurs dossiers, ou au-delà de ça, sur un certain nombre de salariés, et qu'on peut l'établir, la
Cour de cassation, là, on nous dira, il n'y a aucun sujet. L'intentionnalité, elle résulte de l'intensité de l'élément matériel. Mais inversement, dans le cas de figure où un employeur va oublier sa déclaration préalable à l'embauche, ce qui va générer des changements d'amende administrative, mais que derrière il fait ses déclarations de cotisation et qu'il paye toutes les heures, le seul fait que la déclaration unique préalable à l'embauche n'ait pas été effectuée constitue l'élément matériel du travail dissimulé, ça c'est clair, mais l'intention ne va pas être forcément contenue dans ce cas-là. Donc c'est bien une question d'intensité. Et à cet égard, il y a un arrêt très intéressant du 4 décembre 2024 de la Chambre sociale, tout récent. Le truc est le suivant, on a un salarié qui bénéficie d'un avantage en nature qui est un logement de fonction adossé au bâtiment où il travaille. L'avantage en nature ne figure pas sur le bulletin de salaire. Donc, on représente le travail dissimulé. Pour autant, est-ce que l'employeur avait l'intention de cacher, etc. Il n'a pas du tout envisagé particulièrement qu'il s'agissait d'un avantage en nature devant être déclaré, s'agissant d'un salarié logé, etc. La Cour de cassation considère que dans ce cas-là, précisément parce qu'il ne peut pas ignorer le fait qu'il loge quelqu'un, un salarié en l'occurrence, pour lequel il devrait payer des cotisations, donc c'est l'élément matériel qui est renforcé. La Cour de cassation considère dans ces cas-là, et valide l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence, l'élément intentionnel. Et ce qui était intéressant dans ce dossier, c'était de dire, parce qu'il faut, quand on y a des arrêts de Cour de cassation qui opèrent des revirements ou qui opèrent des nuances, il faut essayer d'aller voir les rapports des avocats généraux à la Cour de cassation ou du conseiller référendaire. Et maintenant, la Cour de cassation, sur son propre site, quand elle a des décisions importantes, elle met ces documents en ligne. Et là, il y avait une intervention de l'avocat général à la Cour de cassation qui disait, grosso modo, la chose suivante. Il ne faut pas être systématiquement rigoureux sur l'intentionnalité en présence de manquements évidents à des règles liées à la dissimulation d'emploi salarié. Pour d'autres règles, elle citait notamment cette histoire du bulletin de salaire, mais elle citait par exemple le forfait jour toujours mais à l'envers, à savoir que, on en reparlera, on va peut-être rentrer un peu plus en détail dans le forfait jour sur le slide suivant, si l'employeur n'organise pas un suivi de la charge de travail, c'est pas tout à fait la même chose que d'organiser un forfait jour illicite, c'est-à-dire qui n'est fondé sur aucune convention de forfait ou aucun accord collectif. Et dans ce cas-là, effectivement, l'intentionnalité va se vérifier différemment. Et là, l'avocat général propose que dans ces cas-là, il y ait une motivation plus importante de l'intentionnalité que dans d'autres cas de figure. Donc, on voit s'opérer un rapprochement entre ce que qu'on pourrait qualifier de manquements dirimants, des manquements qui sont tellement évidents qu'ils impliquent l'intentionnalité, avec des manquements qui le sont moins et qui méritent qu'on motive un peu mieux nos décisions. Alors justement, venons-en au forfait jour. On a quand même constaté que l'écrasante majorité des dossiers qu'on a devant les conseils de prud'homme et qui concernent le travail dissimulé sont liés soit à l'annulation d'un forfait jour et donc aux conséquences que génère cette annulation, soit à des salaires qui n'ont pas été payés comme ils auraient dû l'être, que ce soit des heures sup qui n'ont pas été comptabilisées, que ce soit des heures supplémentaires ou heures complémentaires qui ont été rémunérées sous forme de primes. Alors, on va y venir après, oui, tout à fait, les déclarations d'embauche, on va y venir après. Concernant les forfaits jours, il y a été fait allusion ce matin, et en particulier à la fin de la deuxième table ronde, dans les questions, où l'un de nous a posé la question qui concernait des salariés non cadres que l'employeur avait fait passer en forfait jour, en sous-entendant ce qui, à mon avis, paraît l'exacte vérité, que la volonté de l'employeur était en fait de pouvoir cacher un nombre d'heures réelles effectuées à l'intérieur d'un forfait jour et donc éviter de rémunérer un certain nombre d'heures. Donc la notion de forfait jour, on a tendance un petit peu à penser qu'elle touche principalement les cadres, c'est-à-dire ceux qui ont une autonomie dans leur travail, mais en réalité, c'est une notion qui va un petit peu plus loin. Et la question qu'on a à se poser, c'est comment peut-on prouver que le forfait jour doit être considéré comme nul et donc prendre cette décision et quelles en sont les conséquences. Alors, Michel, Julien, tout le monde n'est peut-être pas l'habitude du fonctionnement du forfait jour, c'est
c'est quelque chose d'assez complexe à organiser. Sachez que depuis la loi El Khomri d'août 2016, le forfait jour n'est pas seulement attaché à la qualité de cadre. Il est attaché à la qualité de salarié qui n'est pas organisé dans un système collectif d'horaire de travail et qui bénéficie d'une autonomie pour en sortir. Grosso modo, tout salarié qui travaille sur la base d'une mission, et non pas dans un cadre collectif organisé, un cadre horaire collectif organisé, peut, le cas échéant, être soumis à un forfait. Mais il y a des conditions. La première des conditions, c'est qu'il faut un accord collectif. Et depuis El Khomri, renforcé par Macron, on sait que les accords collectifs, c'est des accords collectifs dérogatoires. C'est-à-dire que c'est à l'envers. On prend les accords d'entreprise, on propose, dans le cadre d'un accord d'entreprise, créer un forfait jour qui ne soit pas limité au seul cadre, si tant est qu'on fasse la démonstration que les salariés ont une véritable autonomie. À défaut, la convention collective, mais il faut au moins un support collectif, de négociation collective pour valider un forfait. Ensuite, il faut une convention écrite avec le salarié. Il n'y a pas de possibilité d'accord d'un forfait jour tacite. Il faut une convention écrite qui fasse référence au forfait jour. Et ça, c'est les éléments normatifs du forfait jour. Et si l'un ou l'autre de ces éléments normatifs n'est pas rempli, s'il n'y a pas d'accord collectif, le forfait jour est nul, nullité. Si par contre la convention écrite existe, que l'accord collectif est valable au regard de règles qui valident qui garantissent le respect vie privée, vie professionnelle, vie privée pour votre vie personnelle, de la charge de travail, etc. Si l'accord collectif est valable au regard des 7 conditions qui sont posées par la loi, si au contraire il n'est pas valable, c'est une nullité. S'il est valable, et si derrière l'employeur ne respecte pas les éléments de garantie qui sont prévus dans la convention collective, c'est quoi les éléments de garantie? L'exemple typique, c'est l'entretien individuel annuel sur la charge de travail, sur les jours travaillés, les demi-journées travaillées, sur le fait de savoir si le salarié au forfait jour prend bien ses jours de repos, etc. Si l'employeur n'organise pas des temps de réflexion et de contrôle de la charge de travail et du respect de l'équilibre vie privée vie professionnelle, le forfait jour est inopposable. Nullité, inopposabilité, ce n'est pas les mêmes conséquences. Sauf en matière de durée du travail, parce qu'on arrive à la même solution. Le salarié dont le forfait jour est soit nul, soit inopposable, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller chercher ses heures supplémentaires effectuées de la 35 heures. Et là, nous, à chaque fois, c'est l'élément le plus rigolo dans nos dossiers, on pose la question cadre, vous êtes le forfait jour, est-ce que vous comptez vos heures de transport de l'intérêt? Ah non, le forfait jour. Ouais. Je peux le faire annuler. Si je le fais annuler, vu votre taux horaire, etc., parce que le taux horaire se reconstitue sur la base de salarié, vous explosez le taux horaire de salarié, grosso modo, c'est entre 10 et 20 000 euros de plus par an, on rappelle le salaire. Quand on a des salaires de l'ordre de 5 ou 6 000 euros, c'est à peu près ce que c'est. Ben non, je ne peux pas le faire. Mais là, moi, je n'ai pas de souci particulier par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation m'allège la charge de la preuve. Il suffit que le salarié présente un décompte de ses heures supplémentaires, plus exactement des heures effectuées, des comptes qu'il peut faire de sa blanche-main, sur un tableur Excel, etc. Et ça vaut preuve. Et c'est à l'employeur de rapporter la preuve contraire, à savoir non pas que le tableur est faux, mais qu'il soumet son salarié à des heures de travail qu'il contrôle. L'employeur, il est dans la même situation que le salarié au forfait jour. Il n'a pas compté les heures. Jamais. Et donc la seule chose qu'il dit, c'est que le décompte n'est pas bon parce qu'il mange sur le midi 1h30 ou 1 heure, etc. Et la Cour de cassation me dit, moi ça c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'elle considère que le juge, à partir du moment où il retient les heures supplémentaires, il peut les retenir au franc le franc, à l'heure, tel que le salarié les a récapitulés, mais il est souvent pour les inflations. Donc sur un forfait jour qui a pu tirer un rappel de salaire de 75 304 euros, le conseiller des prud'hommes peut parfaitement dire j'en retiens pour 50 000 euros. Il n'a pas besoin de multiplier. Il est souverain pour apprécier le montant. Donc on a cette situation un peu particulière qui est que, au stade de la durée du travail, la preuve est facilitée du côté du salarié. Elle est facilitée parce qu'il a juste qu'à apporter des éléments qui laissent apparaître l'existence de à la charte de l'employeur, le centre pour le
Donc à partir de là, on a cette première difficulté pour l'employeur de s'en sortir par rapport au forfait jour. Et lorsqu'on lui parle de travail dissimulé, c'est là où il va tenter de se rattraper pour dire attendez, moi j'avais un forfait jour valable, je l'ai appliqué. Ensuite, j'ai peut-être pas été très regardant sur la façon dont je contrôle les temps de travail de mon salarié, mais pour autant, je ne suis pas en situation de travail dissimulé tant que le juge ne va pas valider mon forfait jour. C'est pas complètement idiot comme démarche. Mais là, on peut peut-être moduler l'analyse. Si je suis un employeur qui permet, je n'ai pas de support légal qui permet de mettre en place un forfait jour, on pourrait pouvoir soutenir à ce niveau-là, et ça existe. On voit des gens qui appliquent des forfaits jours en dehors de tout cadre légal. On pourrait pouvoir dire que l'élément matériel suffit à caractériser la dissimulation d'emploi salarié, puisque par définition, la mise en place de forfaits jours sans normes, ça veut dire que l'employeur voulait à tout prix éviter les heures supplémentaires. Le deuxième cas de figure, et là je suis en train d'en plaider deux au Havre dans très peu de temps, c'est le cas de figure où la Cour de cassation a annulé les forfaits jours. Je vous donne un exemple convention collective des services de l'automobile. La Cour de cassation a annulé le forfait jour des dons de la branche de l'automobile le 4 juillet 2023. Arrêt commenté dans toute la presse MEDEF des services de l'automobile, attention de nos adhérents, vos forfaits jours sont nuls et ça. L'autre continue de les appliquer. Et ne négocie pas d'accord d'entreprise qui pourrait, le cas échéant, pallier à un accord de branche indélicat. Je suis désolé, mais à partir du moment où je continue de faire travailler quelqu'un sur la base d'un forfait jour annulé, la personnalité, je la caractérise. Voilà des situations où on peut la caractériser. Il est peut-être plus difficile lorsque l'accord de branche est valable ou l'accord d'entreprise est valable et que l'employeur s'est seulement montré un peu négligent dans la tenue de ses entretiens individuels annuels ou dans le suivi de la charge de travail, d'aller chercher l'infraction, et c'est peut-être là où le juge de dommage aura plus de difficultés. Là, on a des billes sur ce sujet exact que Michel vient d'évoquer, à savoir l'entretien annuel. On nous répond dans le collège employeur lorsque est plaidée la nullité d'un forfait jour en raison du fait de l'absence d'entretien annuel. On nous répond mais si l'entretien annuel a eu lieu, il a été fait en même temps que l'entretien annuel d'évaluation. C'est pratiquement l'argument qu'on entend tout le temps de la part des deux conseillers employeurs. Ça ne tient pas une seconde. Ça ne tient pas une seconde. Il y a des jurisprudences constantes là-dessus qui expliquent très clairement qu'il doit y avoir deux entretiens. Un entretien annuel, c'est l'entretien d'évaluation classique qui existe dans maintes et maintes entreprises, qui permet éventuellement de voir les points positifs, les objectifs, ce qu'il faut améliorer, les perspectives, etc., etc. Et puis, il y a un autre entretien qui doit être parfaitement distinct, c'est l'entretien auquel Michel faisait allusion, à savoir sur la charge de travail, sur les horaires de travail, sur le respect de la vie familiale, de la vie privée, etc. Et là-dessus, l'argumentation qui est développée par les conseillers employeurs, elle n'est pas pertinente. On a une carte à jouer là-dessus pour pouvoir obtenir l'annulation des forfaits. Je ne sais pas si les conseillers employeurs ont le bénéfice de formation comme nous à la CFDT on a, mais en tout cas si jamais c'est le cas, sur ce point-là, il y a une défaillance, il y a quelque chose qui est... Ils compensent aussi par leur force de résistance, oui, et ça, la force de résistance, ils la prennent très vite. Parfois limité. Alors, on faisait allusion, j'avance un peu rapidement, c'est presque dommage d'avancer rapidement, mais on a déjà fait la moitié du temps qui nous a imparti. Oui, oui. Bon, on va reprendre, pour un peu caractériser quelque chose d'extrêmement fréquent dans le travail dissimulé, les heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Est-ce que le fait de ne pas payer d'heures supplémentaires suffit à démontrer l'existence du travail dissimulé? Sur le terrain de l'élément matériel, oui. Sur le terrain de l'élément intentionnel, pas nécessairement. Et c'est là où on va avoir toute cette discussion sur le volume d'heures supplémentaires effectuées, la récurrence des heures supplémentaires effectuées, l'analyse du travail effectué. Je pense à un exemple tout simple. Et l'origine. Oui, l'origine des heures, la discussion sur les heures, quelles sont les heures supplémentaires, etc.
avec, par exemple, toutes ces discussions sur le temps de déplacement qui a été remis en cause par la Cour de cassation comme étant, comme pouvant être le cas échéant des temps de travail effectifs lorsque le salarié est véritablement à la disposition de l'employeur. Donc il y a toutes ces discussions-là. Mais j'ai un exemple assez typique. Les entreprises qui nous dépannent sur les autoroutes. Les personnes qui travaillent dans ces entreprises font des heures supplémentaires considérables. Parce qu'ils travaillent de jour comme de nuit. Et on a des logiques jusqu'à 300, 350, 450 heures supplémentaires à l'année. Alors la première chose auquel ils pensent déjà, c'est oulala, mon contingent d'heures supplémentaires qui ouvre droit à la contrepartie oubliée par en repos, dans la convention collective de l'automobile toujours, c'est 250 heures. Et j'avais des contreparties oubliées par en repos. Là, donc comment on fait? On fait un petit accord d'entreprise pour faire en sorte que le contingent d'heures supplémentaires puisse être remonté à 450. Mais là, on a, par exemple, dans ce cas-là, dans le seul fait que l'employeur met en place un accord collectif pour remonter son contingent, on a la démonstration qu'il sait qu'il fait faire des heures supplémentaires. Donc quand les heures supplémentaires ne sont pas payées et qu'on voit arriver au mois de décembre, parce que en général c'est au mois de décembre, soit sur les périodes de vacances, les primes arrivées sur les bulletins de salaire des personnes là où on sait que ce sont des heures de travail effectuées et qu'on arrive à les présenter, etc., le travail dissimulé va être retenu. Alors après, il y a d'autres éléments de cause auxquels j'avance peut-être un peu, j'anticipe peut-être un peu sur un slide futur. Par rapport à ce que tu venais de dire, je parlais tout à l'heure, la situation par rapport à notre délibéré, je me place toujours en tant que conseiller prud'homme, c'est là effectivement, sur ce type de problématique, où on n'a pas de biscuit de la part des défenseurs. Hein, et je pense que nous, quand on se retrouve dans le délibéré, on a tendance à lâcher sur ces questions-là parce que, voilà, c'est pas assez développé. Et je pense qu'en développement, on pourrait effectivement tenir l'indemnité des 6 mois de travail dissimulé. J'ai le souvenir c'est un forfait jour, mais j'ai le souvenir d'une cliente qui, sur un forfait jour qu'on avait fait sauter, avait expliqué sur 4 pages au conseil du prud'homme, je l'ai reproduit dans mes conclusions telles quelles, ce qu'elle faisait au quotidien. Son boulot. Et on ne parle jamais assez du boulot des gens quand on fait ces choses. On ne fait pas suffisamment passer. Et là, pour le coup, c'était imparable. Parce qu'elle expliquait son travail, et puis même les conseillers au prud'homme, finalement, les heures existent. Pourquoi je voulais pas? Oui. Les modes de preuve admissibles. On parle de la preuve illicite et du réel qui peut être un point important à avoir à l'esprit, puisqu'on a des nouvelles jurisprudences de la Cour de cassation. On a un boulevard qui est parfois un peu dangereux d'ailleurs à utiliser, mais je fais une aparté. Comment prouver les heures supplémentaires? Il y a plein de moyens. Les mails, la géolocalisation du salarié, à travers son portable professionnel, parce qu'il est géolocalisé sans même le savoir, la géolocalisation de son véhicule de fonction, ou de service, et là on n'a pas forcément le réflexe de la RGPD. Aujourd'hui, la RGPD nous permet, notamment en référé 146, 145 du CPC, ou devant la CNIL, dans le cadre d'une procédure ultra rapide, d'obtenir toutes les données personnelles que l'employeur a chez lui et qui concernent tout salarié sans pouvoir faire le tri. Ce sont des éléments de preuve qui peuvent être utilisés, notamment pour démontrer des amplitudes d'horaire. La traçabilité de l'ouverture de mon ordinateur le matin, le soir et de sa fermeture le midi, je vais trouver de la sorte des heures supplémentaires. Donc il ne faut pas hésiter en tant que défenseur syndical, ça vaut aussi pour moi, en tant qu'avocat, de solliciter le salarié sur la façon dont il travaille, quels sont les outils qu'il a à disposition pour le cas échéant démontrer son temps de travail réel et effectif. On a pu gagner des dossiers, par exemple, sur le fait qu'un salarié avait son téléphone privé géolocalisé et que grâce à Google, il pouvait retracer chaque jour ses trajets. Donc le matin, il partait chez lui, on doit arriver à son téléphone, on doit repartir le soir. Ce sont des éléments qui suffisent à trouver une amplitude horaire et à l'employeur de démontrer que lorsqu'il est devant la barrière, il reste une demi-heure de jour à commencer dans l'entreprise. Un élément très important, que le salarié n'a pas à prouver, je veux dire mathématiquement, les heures supplémentaires. Il suffit qu'il amène des éléments qui laissent supposer l'existence des heures supplémentaires, et en fait c'est ce qu'on appelle le partage de la preuve, et derrière l'employeur, lui, doit apporter
des éléments qui démontrent sa bonne foi, de façon à essayer d'influencer la décision du juge prud'homal. Mais on n'a pas à aller vérifier et à avoir une preuve absolue. Il suffit d'avoir des éléments qui laissent supposer l'existence. Et comme le rappelait Michel tout à l'heure, les employeurs ont tendance à rarement mettre en place des éléments qui permettent de vérifier la réalité des heures effectuées. On peut quand même obtenir satisfaction dans ce genre de questions-là. Alors, juste un point sur un arrêt de la Cour de correction de 2012. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oui, il y a on fera une pause d'1h30 pour pouvoir. Deux questions pragmatiques qui concernent en réalité aussi la suite des heures supplémentaires. Je suis salarié dans une entreprise, je n'ai pas de bulletin de salaire. Est-ce que ça, c'est caractéristique du travail dissimulé? Est-ce que ça démontre le travail dissimulé? Autre cas, je suis salarié dans une entreprise, j'ai un bulletin de salaire, mais ce bulletin de salaire ne correspond pas à la réalité des heures que j'ai effectuées. Est-ce que là aussi, on est dans la caractérisation du travail dissimulé? On est dans une des définitions du travail dissimulé partiel, à savoir la deuxième configuration, l'absence de remise de bulletin de salaire qui est obligatoire pour l'employeur et le fait qu'il doit mentionner l'intégralité des temps de travail effectifs sur ces bulletins de salaire. Une des réponses que peuvent nous apporter les employeurs, et je le vois arriver de plus en plus au prud'homme, c'est de dire moi j'ai une obligation de conservation des bulletins de salaire que de 3 années. Alors vous leur répondrez à ça que depuis 2016, ils ont l'obligation de permettre aux salariés d'avoir accès à ces bulletins de salaire numérisés depuis 50 ans. Ou 6 ans au-delà de ça. Donc ça laisse une marge. Là, ça, ils vous répondront, oui, mais la loi de 2016 est applicable que depuis 2016, donc j'ai rien à voir. Ça peut aller loin. Peut-être Jean-Luc, juste pour compléter, rappeler, c'est peut-être important, que la fameuse indemnité forfaitaire au travail dissimulé, la prescription est 2 ans d'à partir de la rupture. Il faut une rupture du contrat de travail pour pouvoir la solliciter. C'est important peut-être juridiquement de le rappeler. Très très important. On n'a pas toujours conscience de se dire qu'on peut demander le fameux forfait de 6 mois qui caractérise la sanction du travail dissimulé. On ne peut le demander que si le contrat de travail a été rompu. Parce qu'on pourrait très bien se dire, un salarié dans une entreprise, il estime que les heures qu'il a fait n'ont pas toutes été payées, qu'il y a des heures supplémentaires que l'employeur connaît, voire que l'employeur a demandé, mais qui n'ont malheureusement pas été payées, ou alors qui ont été payées sous forme de prime, par exemple, ça arrive assez régulièrement, et le salarié peut se dire, ça c'est caractéristique du travail dissimulé, je reste dans l'entreprise, je serai encore dans l'entreprise demain, mais en attendant, je vais aller réclamer au prud'homme le paiement de ces heures-là, et donc la démonstration de travail dissimulé, le forfait de 6 mois. Il n'y aura pas de forfait de 6 mois parce que le contrat de travail n'est pas rompu. Alors ça peut, j'allais dire un exemple tout bête, il y a quand même quelques années, mais ça peut aller loin, l'histoire des bulletins de salaire à garder. Je me souviens d'une affaire où c'était dans une transport routier, où pour pouvoir démontrer la réalité du travail dissimulé, on avait décidé de désigner des conseillers rapporteurs et d'aller dans l'entreprise pour aller vérifier. Donc l'entreprise a été informée de cette enquête. Et le jour où on est arrivé, il était arrivé un malheur, les locaux où il y avait tous les documents du personnel avaient brûlé dans la nuit de façon accidentelle. Eh oui, oui. Je pense que l'élément intentionnel était. Alors, autre cas de travail dissimulé ou surtout de travail illégal, le prêt de main-d'œuvre illicite. Comment ça se prouve? On a ce qu'on appelle aussi des présomptions qui peuvent fonctionner. Donc sur le délit de marchandage, je rappelle ce que c'est. C'est le fait d'avoir une fourniture de main-d'œuvre à but lucratif dans le but de contourner, qui a pour effet, pas forcément formulé, qui a pour effet de créer un préjudice au détriment du salarié. Ce préjudice peut être de différents ordres. Ça peut être le fait de faire appel à des salariés extérieurs dans un main-d'œuvre pour éviter le seuil de 50 salariés au-delà duquel je mets en place un CSE. Ou ça peut être le fait de ne pas appliquer une convention collective qui prévoit un type de prime, etc. Donc, à cet égard, on a des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement de présomption de délit de marchandage, dès lors qu'on a le but lucratif qui est caractérisé. Et ce qui m'envoie au fait que
Qu'est-ce qui va caractériser ce genre de délit, au même titre d'ailleurs que le travail dissimulé par dissimulation d'activité? C'est en fait le transfert du pouvoir de direction. C'est-à-dire que le pouvoir de direction qui est censé appartenir à l'entreprise sous-traitante, etc., en fait, il appartient à l'employeur, l'utilisateur. Et donc, c'est ce caractère-là qu'il va falloir démontrer. C'est l'existence de ce lien de subordination qui n'est qu'une preuve par accumulation de présomption. C'est quoi l'existence d'un lien de subordination? C'est un pouvoir de direction de l'employeur, c'est-à-dire de donner des ordres, et un pouvoir de sanction. Dès lors qu'on fait le constat que les ordres sont donnés non pas par l'entreprise utilisatrice, mais non pas par l'entreprise sous-traitante, mais par l'entreprise utilisatrice, et que c'est elle qui sanctionne le cas échéant le fait que le travail n'est pas fait, qui ne sanctionne pas l'entreprise sous-traitante, mais qui sanctionne le salarié de l'entreprise sous-traitante, j'ai le lien de subordination qui est constitué. Et à partir de là, j'ai la reconnaissance d'un contrat de travail. Ce qui est d'ailleurs une difficulté au pénal, parce que je le constate de plus en plus devant les tribunaux correctionnels. Alors c'est assez complexe à identifier, je pense, pour les URSSAF et pour les inspections du travail, parce que lorsqu'un jugement correctionnel relaxe un employeur au titre du travail dissimulé, il ne dit pas pourquoi. Il dit que les éléments matériels les éléments de l'infraction ne sont pas tous constitués. Je ne sais pas si c'est l'élément moral, si c'est l'élément matériel, etc., etc. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que les juges correctionnels sanctionnent les enquêtes effectuées par nos enquêteurs, comme je disais tout à l'heure, dès lors que ceci ne caractérise pas la situation de travail. Le fait de dire que on a recueilli l'audition, parce que c'est un des cas de figure que j'ai eu récemment, on a recueilli l'audition d'un salarié qui dit qu'il a aidé M. Machin à descendre et ranger des colis, ça ne suffit pas à caractériser le fait qu'il y a eu le travail de M. Machin. Par contre, si il vient dire que M. Machin a sorti des colis, il les a rangés dans le hangar parce qu'on le lui a demandé dans un cadre éducatif, parce que c'est une entreprise, là on caractérise la situation de travail. Donc ce que je veux dire, c'est que au pénal, le risque, là où on n'a pas forcément la main, parce que les enquêtes sont stressées, elles sont longues, elles sont complexes, etc., c'est qu'à un moment donné, pour une question de relation, de la relation de travail, enfin des explications de la relation de travail dans les PV, on va se prendre une relaxe. Et sans pour autant que les agents de contrôle puissent se rectifier, parce que les décisions des juridictions ne sont pas forcément portées à leur connaissance. Et lorsqu'elles sont portées à leur connaissance, il n'y a pas la motivation que l'on peut trouver dans un jugement de civil. Alors, il y a Thierry qui me fait des grands signes au fond de la salle pour vous dire leur tour, leur tour. Oui, oui. Alors, Michel, il faisait allusion, le contrôle de la réalité dans le travail, le contrôle en matière de travail dissimulé ou de travail illégal, on pense immédiatement aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs de l'URSSAF. Bon, évidemment, ils ont un rôle essentiel, c'est évident. Mais c'est l'article L82-71-1-2 du Code du travail qui liste la liste des personnes habilitées à contrôler. Et en fait, cette liste est beaucoup plus élargie que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a bien sûr les forces de police, les officiers de police, il y a aussi les agents des impôts, les agents des douanes, les agents des organismes maritimes, de sécurité sociale, je ne sais pas tous les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation, etc., etc. Donc en fait, il y a toute une série de personnes qui sont habilitées dans des champs spécifiques de façon à pouvoir apporter les éléments de preuve de travail illégal ou de travail dissimulé. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'apesantir dessus. Je voudrais quand même qu'on voit encore 3 points. Thierry, je suis désolé. 3 points avant d'atteindre l'heure de la pause. Le premier, Julien nous a expliqué que lors de l'audience solennelle du Conseil de prud'homme de Rouen, le procureur de la République est intervenu dans un propos qui est un propos assez novateur. Oui, alors c'était, je l'avais noté sur un des points développés, mais Christian Picard ce matin l'a abordé, et effectivement, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais lorsque on se trouve face à du travail dissimulé
bon, je considère qu'il y a des entraves importantes au droit du travail qui ont été opérées. On a la possibilité, en fonction de l'article 40 du Code de procédure pénale, hein, que tout citoyen d'ailleurs peut utiliser, on peut signaler les infractions qui sont constatées au procureur de la République. Et c'est vrai qu'en tant que conseiller prud'homme, je crois que dans certains cas, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il faut demander, il faut envoyer directement le jugement, une fois qu'il a été mis à disposition, l'envoyer au procureur de la République. Et ça a été, comme le dit Jean-Luc, rappelé cette année pour les conseillers prud'hommes de Rouen qui sont dans la salle, qui sont venus à l'audience solennelle de rentrée. Le procureur de la République nous a invités justement à utiliser cet article et lui signaler les anomalies constatées dans le cadre de nos décisions. Et inversement, sur le terrain civil, quelque chose qu'on n'utilise pas, mais là aussi, mais à coup pas, c'est peut-être aussi à nous d'initier ce genre de procédure devant les conseillers prud'hommes, c'est qu'on n'utilise pas assez la technique des conseillers rapporteurs au sein des conseillers prud'hommes. Vous savez que le bureau de conciliation et d'orientation peut désigner des conseillers rapporteurs qui vont avoir pour objectif d'instruire le dossier jusqu'à ce qu'il arrive dans sa phase de jugement. Or, les conseillers rapporteurs, et non pas le BCO, et non pas le BJ, ont une compétence spécifique qui consiste à pouvoir se faire communiquer tous les documents utiles en possession des agents de contrôle sans que ceux-ci puissent faire valoir le secret professionnel. Je n'ai jamais oublié. Le problème de ces mesures d'instruction, c'est qu'on les utilisait il y a encore, je parlais comme un ancien combattant, mais on les utilisait il y a 25 ans très fréquemment, il y a 20 ou 15 ans on les utilisait de temps en temps, et aujourd'hui les conseils de prud'homme ont tendance à ne plus du tout les utiliser. Oui, mais Jean-Luc, j'ai constaté la même chose, hein, c'est-à-dire quand j'ai démarré, on avait systématiquement dans l'année un certain nombre d'enquêtes à la barre, on avait effectivement des enquêtes sur place, la désignation, comme a dit tout à l'heure Michel, de conseiller rapporteur. Et c'est vrai que de temps en temps, on obtenait un certain nombre de résultats. Moi, j'avais réussi à persuader les employeurs de venir dans ce genre de processus à l'époque dans ma section, parce qu'une fois, on avait été sur le terrain pour contrôler, je crois, l'application de l'heure supplémentaire, justement, il me semble, et puis on avait constaté qu'effectivement, que le salarié avait tort. C'est-à-dire que tout était en ordre, etc. Et donc, j'avais dit aux employeurs, vous voyez, c'est un peu idiot que vous ayez une résistance par rapport à ça. Ça peut vous arranger aussi par rapport à votre logique de temps en temps, quoi. Hein. Mais c'est vrai ça mériterait d'une part que les défenseurs syndicaux pensent à demander ça dans les BCO, parce qu'effectivement, on a intégré le fait que c'était des outils qu'on n'utilisait pas, et donc les défenseurs, même les avocats, l'utilisent très peu. Et ensuite, effectivement, que nous, on pense effectivement à aller sur ce terrain-là. Mais aller sur ce terrain-là, on ira certainement si on nous fait la demande. On ne le fera pas forcément d'office, parce que d'office, voilà, c'est déjà plus complexe. Mais s'il n'y a pas de demande, effectivement, on se retrouvera dans la perdition d'un certain nombre de moyens qu'on a en tant que juge. Ouais. Alors, je suis désolé, mais dans les 10 minutes qui nous restent, on a encore à voir tout ce qui concerne les sanctions. Alors, c'est assez frustrant parce que on aimerait pouvoir continuer à développer. On a prévu, Michel, Julien et moi, 1000 questions qu'on n'a même pas abordées. Mais bon, ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est faire parvenir par mail des éléments que l'on avait l'intention de développer et que le temps ne nous permet pas de faire. Ça nous permettra éventuellement d'avoir des supports et des informations complémentaires. Oui. Alors, juste très rapidement, avant de vous laisser poser quelques questions, les sanctions qui seront développées dans la 4e table ronde animée par Pauline. Donc je ne vais pas essayer de pas trop mordre sur ta sanction, c'est juste pour faire la jonction en fait. Les sanctions, elles sont de 3 types. Hein. Michel, je crois que tu pourras nous confirmer. Il y a les sanctions civiles, les sanctions pénales. Les sanctions civiles, on en a déjà plus ou moins parlé. Les sanctions pénales aussi, je pense que tu les développeras, Pauline, avec tes invités tout à l'heure. Et puis il y a les sanctions administratives dont on parle moins, mais qui sont des sanctions qui peuvent être extrêmement lourdes pour les employeurs. Ça va effectivement jusqu'à l'interdiction d'exercer pendant un certain nombre d'années. L'accès au marché public. Ça va aussi être des pénalités sur les cotisations URSSAF. Ça va être aussi la suppression des exonérations de certaines cotisations URSSAF, etc., etc. Et les URSSAF, en général, sont plutôt vigilantes, je pense que vous l'avez compris ce matin, pour aller demander et réclamer les sanctions qui sont méritées lorsqu'il y a du travail illégal ou du travail dissimulé.
Et elles le sont d'une part devant les tribunaux judiciaires, mais elles le sont aussi devant le pôle social. J'ai interrogé, je suis aussi assesseur en pôle social à Évreux, et j'ai interrogé hier le pôle social, et le juge professionnel du pôle social m'a indiqué qu'il venait de rédiger 2 décisions qui concernaient des URSSAF qui avaient demandé des pénalités pour du travail dissimulé. Il ne le dit pas, mais il a un très bel arrêt très récent de la Cour de cassation du mois de janvier 2025 qui explique que les URSSAF ont la possibilité d'aller chercher un double préjudice, le préjudice lié au redressement stricto sensu et le préjudice de pénalité, cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Tout à fait. En fait, la Cour de cassation s'est pliée à des normes européennes. Ce qui est, là est plutôt un élément positif. Alors, bien, je vous remercie. Je suppose qu'il y a une pause. Ouais.